Cette table ronde consacrée, donc, elle est intitulée « Les institutions internationales contre la liberté de conscience ». Et bien entendu, son thème véritable déborde un peu ce cadre un peu strict et nous aborderons largement, j'imagine, les relations internationales dans toute leur ampleur, en relation avec les thèmes de la religion, bien sûr, mais pas seulement, et de la liberté d'expression. Je suis honorée d'être invitée sur ce débat. Et pour moi, ça signifie que la presse française montre un intérêt pour notre opinion et pas seulement de critiquer la Russie. C'est très utile pour chaque de nous, pour nous et pour vous, de nous regarder de notre côté, parce qu'il y a des péchés partout. Je ne veux pas dire que j'aime tout ce que nous avons en Russie. Et quand j'étais députée de Douma, j'ai voté contre la législation du système électoral et j'ai déclaré que j'en étais sûre que cette législation allait être changée dans quelques années. Et c'est exactement ce qui est passé. Nous avons de corruption, nous avons certaines limites dans quelques domaines, mais l'image de la Russie dans la presse française et presse européenne, et particulièrement presse française, c'est une image caricature. On a l'impression que beaucoup de journalistes européens pensent que gens qui critiquent Poutine perdent le travail et se trouvent en prison. Mais chaque jeudi, la chaîne nationale principale a un programme comme un duel avec deux adversaires politiques, avec leurs témoins seconds et les équipes de soutien, et les téléspectateurs votent. Et les débats sont si forts, les jugements si critiques et impitoyables, implacables et féroces que je n'ai jamais vu une telle critique contre le pouvoir en Occident. J'ai apporté avec moi une douzaine des articles de la presse russe très critiques en ce qui concerne le gouvernement. C'est les journaux comme Kommersant, Novaya Gazeta, etc. Il y a une chaîne, La Pluie, par exemple, totalement oppositionnel au Poutine, et les participants des manifestations contre Poutine de décembre 2011 participent à ce programme chaque semaine, et un écrivain, Dmitri Bykov, très connu dans l'Occident, présente ses vers très critique et sarcastique. Donc, c'est un exemple, par exemple. Mais naturellement, on rapproche la Russie à l'envie son prétendu retard en matière de droits de l'homme et de liberté de la presse. Élite libertariste, beaucoup d'un secteur d'idéologie dominante en Europe a condamné le jugement prononcé contre les trois femmes du comportement douteux qui ont proféré les blasphèmes et des insultes au patriarche dans la cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou. Elle a condamné la loi adoptée par le Douma interdisant la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Je souligne que cette loi ne limite aucun droit des homosexuels, seulement interdisant la propagande auprès des mineurs. Et elle a condamné la loi contre la blasphème. Mais j'ai préparé quelques questions pour les participants
de cette colloque parce que je ne veux pas seulement me justifier, premièrement parce que nous avons beaucoup de péchés et secondement parce que il y a des péchés partout. Et pour beaucoup de... quel est le contexte où se situe notre débat aujourd'hui? Pour beaucoup de personnes en Europe, pas seulement en Russie, l'Europe est aujourd'hui en train de changer l'interprétation de toutes les notions fondatrices de l'Europe, même l'Europe, celle d'individus, de liberté et des valeurs. Le critère de liberté aujourd'hui, c'est l'absence des limites morales. Mais tout ce qui n'a pas de limites perd la détermination et le sens. La liberté de conscience, autrement dit la liberté d'affirmer ses convictions, consiste de fait aujourd'hui à s'affranchir de toute conscience et conviction morale pour pouvoir se livrer en tout temps et en tout lieu à toutes sortes de turpitudes. Mais les grands libéraux du passé qui sont morts pour leurs idéaux se retourneraient dans leur tombe s'ils savaient que les critères de la liberté sont par exemple les parades de fierté. Mais quelques mots sur autre chose. Mais nous assistons à un phénomène qui a de quoi inquiéter la démocrate autant que le philosophe, parce que la menace pèse aujourd'hui sur le droit primordial et fondamental de l'homme, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Au XVIIIe siècle, on n'admettait aucune autre interprétation des réalités de la vie que l'interprétation religieuse. Et les partisans de la liberté de conscience luttaient contre cette restriction. Ils étaient les héros. Mais que voyons-nous aujourd'hui? La vision athée, radicalement athée, strictement libertaire de l'existence humaine est donnée pour seule valable dans une société démocratique. Elle est imposée de force par l'État. Mais on peut penser qu'on commence un nouvel type de totalitarisme. Et nous, les Russes, nous savons bien, connaissons bien qu'est-ce que c'est avoir une seule idéologie de l'État. Toute religion, toute philosophie possède sa propre conception de la nature humaine. Une conception de la vie et de la mort, une conception de la famille, adoption du genre du blasphème. Et si nous, les Russes, acceptons votre droit inaliénable avoir votre opinion sur ces grandes questions de l'humanité, pourquoi en Occident nous trouvons parfois et souvent une opinion qui demande autre opinion déclarée comme barbarique, etc., archaïque, etc. Je pense qu'en Turquie, la situation est un peu complexe. Depuis, je sais pas, je peux dire que depuis 2010, il y avait toujours un problème de liberté d'expression et de liberté de la presse en Turquie, mais depuis quelques années, on assiste à une aggravation de cette crise, en fait. Voilà, en Turquie, donc nous ne sommes pas très contents, comme les Russes, de la situation de la liberté d'expression en Turquie. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris. La situation est moins bonne depuis quelques années? Et moins bonne, bien sûr. Bon, c'est lié à deux facteurs, je veux dire. Déjà, nous avons un pouvoir, un gouvernement, l'AKP, qui est très très fort. Donc, il est beaucoup plus fort que le 2007, 2010 même. Donc, aujourd'hui, il est le seul pouvoir incontestable.
Et puis nous avons un problème avec la structure de la presse en Turquie. Nous avons des grands patrons, 3 ou 4 grands groupes de presse, et qui est des liens très commercial avec le gouvernement, donc ils prennent de contrats d'État, etc. Donc ils sont plus ou moins directement ou indirectement liés à l'État, à le gouvernement. Et donc ça cause évidemment un problème au niveau de la liberté de la presse. Ce que je veux dire. Et par exemple, on dit qu'il y a de plus en plus de journalistes en prison aussi. Oui, donc ici, les journalistes en prison, c'est lié aussi à la terreur, le PKK. Donc il y a aujourd'hui la négociation entre le gouvernement turc et les séparatistes d'organisations kurdes, PKK, Parti des travailleurs de Kurdistan. Et donc à peu près 80% des journalistes emprisonnés étaient liés en fait à cette affaire. Donc ils ont été emprisonnés parce qu'ils étaient considérés le membre du PKK. Et je pense qu'on va trouver prochainement, tout près en fait, après les négociations, une solution à ce problème. Mais au-delà de, c'est un problème très grave bien sûr, mais au-delà de journalistes prisonniers, emprisonnés, il y a aussi quand même un problème général au niveau de la liberté d'expression, je veux dire, dans la presse. Qui, à vos yeux, n'est pas satisfaisante. Bien sûr, bien sûr. Enfin, comme je vous ai dit, il y avait toujours ce problème, mais c'était moins important. Par exemple, en 2005, c'était moins important, surtout en 2010, et qu'on assiste aujourd'hui à un changement de discours. Avant, il y avait un discours réformiste, je veux dire, donc le gouvernement turc voulait accéder à l'Union européenne, on avait un discours réformiste, etc. Donc aujourd'hui, le gouvernement turc n'a plus besoin de ce discours. Donc le climat a changé, on assiste à le retour, je vais dire, à l'ancien système kémaliste. Donc avant, il y avait l'armée turque qui a tout contrôlé, tout possédé, etc. Donc il n'y avait pas du tout une liberté d'expression. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on retourne à l'arrière. Les institutions internationales contre la liberté de conscience, point d'interrogation. Moi, je crois en fait que dans les enceintes internationales, il y a deux débats différents. Il y a un débat qui porte sur la liberté de conscience, liberté de religion ou de conviction. C'est la liberté pour chaque individu de croire ce qu'il veut ou de ne pas croire, y compris de changer de conviction. C'est un élément du débat. Et puis il y a un autre élément alors, qui est important pour les tribunes de la presse, évidemment, c'est la liberté d'expression, avec tout le débat qui a eu lieu ces dernières années sur liberté d'expression versus diffamation des religions. Alors, si vous voulez, je vais commencer par ce dernier point, parce que ça a été un sujet sensible pour la diplomatie française durant ces dernières années, notamment parce que l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a porté la revendication, après l'affaire des caricatures contre le prophète Mahomet en 2005, l'OCI a dit qu'il faudrait que la diffamation des religions, attaque insultante contre une religion, devienne une norme de droit international, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Excusez-moi, et peut-être que ça vaut le coup de préciser que l'OCI est une structure qui regroupe, je crois, 56 ou 57 pays où l'islam est la religion majoritaire. Voilà, c'est une organisation politique, ce n'est pas une organisation religieuse stricto sensu, mais qui regroupe, disons, à peu près l'ensemble des pays musulmans, son population majoritairement musulmane. C'est une organisation qui, avec un secrétaire général dynamique, s'est porté sur la scène internationale durant les années 2000, un secrétaire général turc d'ailleurs, mais ça a donné lieu à un débat de fond, parce qu'un pays comme la France, les pays de l'Union européenne, les États-Unis ont dit, pour nous, une religion n'est pas un sujet de droit international. Il y a des droits qui sont les droits et les libertés des individus, et puis des personnes morales. Et on a rajouté,
la liberté d'expression est un principe très important. Il faut que les individus et les groupes puissent avoir la possibilité de critiquer une religion. Alors, il y a eu en 2011, vous avez fait allusion à ça, finalement une position qui a été une position de consensus entre l'OCI, les États-Unis et l'Union européenne, qui consistait à... L'OCI a dit, d'accord, on va laisser de côté la notion de diffamation des religions. Même de blasphème. Hein. Oui, on voit bien que ça pose problème vis-à-vis de la liberté d'expression. Par contre, a dit l'OCI, on demande au niveau international et au niveau interne d'appliquer réellement le droit existant, parce que c'est vrai que, si je prends le cas de la France, on a des dispositions qui protègent les individus contre l'incitation à la haine raciale, à la haine religieuse. Donc, je pense qu'on veut à la fois évidemment défendre la liberté d'expression des individus et des personnes morales, et en même temps, il faut défendre les individus qui pourraient être attaqués, agressés en raison de leur foi religieuse. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on en est là depuis 2011 sur ce compromis, si vous voulez, ou ce consensus. Et puis vous avez un deuxième thème, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de religion ou de conviction. Alors, finalement, c'est un thème fondamental. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'Union européenne a adopté des lignes directrices le 23 juin dernier sur la question. Je crois qu'il y a pour nous, Français, et nous, Européens en général, une attention plus importante, notamment sur le sort des minorités religieuses dans le monde. On voit bien qu'il y a eu... on a dans différentes régions des cas aujourd'hui de violation des droits ou de persécution. En France, il y a également une tradition de relations avec les chrétiens d'Orient, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Une attention sur les minorités religieuses. Et je dirais que notre politique, c'est suivre les principes universels, et c'est ceux qui sont finalement déterminés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et en refusant de se placer dans une optique d'affrontement des civilisations, de type choc des civilisations de Huntington. Donc on est tous différents au niveau international, il faut qu'il y ait un dialogue politique qui soit mené entre nous dans les enceintes internationales. Les Nations Unies, c'est quand même d'abord fait pour ça. Et en même temps, on considère que nous voulons rester fidèles et défendre notre conception universelle des droits de l'homme. Voilà. En ce qui concerne les séparations de l'État et de l'Église, pour nous, les intellectuels post-soviétiques, ça présentait un choc d'avoir connu comment la communauté intellectuelle et académique est gauchiste et athéiste en France. La France est un pays le plus athéiste dans toute l'Europe pour moi. C'est votre droit d'être comme ça. Mais vous avez mentionné les documents du droit international, spécialement ceux qui fait le fondement pour les choses de ce domaine que nous parlons aujourd'hui. Mais ces documents, la Déclaration des droits de l'homme et la Charte de l'ONU étaient une réponse aux événements du XXe siècle, comme le nazisme, comme le bolchevisme, qui essayait de détruire la tradition. Et c'est la Déclaration des droits de l'homme déclare que la famille traditionnelle forme et constitue une entité fondamentale de société. Et dans l'article 1 premier de la charte de l'ONU, j'ai travaillé au secrétariat de l'ONU pour 8 ans, je le connais très bien, on ne parle
on ne mentionne pas la démocratie comme le but de la vie internationale. Cet article nommé « But et principe » déclare seulement souveraineté, égalité souveraine de tous les acteurs des relations internationales. Ça signifie qu'une société séculaire comme la française et la société religieuse comme beaucoup des pays sont égales en ce qui concerne le droit international et il n'y a pas de relation entre eux comme les relations entre quelqu'un plus avancé, progresse et quelqu'un qui est plus bas dans le processus de l'histoire. Nous, en tant qu'État laïque, la France, on n'a jamais eu l'intention d'imposer notre modèle au reste du monde. Hein. On comprend bien que, en fonction des cultures, en fonction de l'histoire, il y aura des relations entre la religion et l'État qui seront différentes. Mais pour nous, notre conviction très forte, c'est qu'il y a un socle de liberté et de droit, c'est les libertés publiques fondamentales, et nous militons effectivement pour que ces libertés publiques soient respectées partout dans le monde comme socle commun, parce qu'elles correspondent à la conception universelle de l'homme que nous avons, voyez. Et après, à partir de ce socle qui est le respect des libertés fondamentales, il y a évidemment des systèmes politiques et administratifs différents. Oui, je rebondis aussi un peu sur ce qui vient d'être dit. Il faut quand même faire un petit peu attention, parce que très souvent, si vous voulez, on prétend... bon, je rappelle par exemple que dans le monde, 20 pays punissent, parfois de mort d'ailleurs, l'apostasie, le fait de renoncer à sa religion. Vous avez une trentaine de pays qui punissent, parfois de mort également, le blasphème, donc le fait de porter atteinte au dogme. Bon, et là-dessus, vous avez, alors plus largement, vous avez en gros 85-90 pays dans le monde qui punissent alors la diffamation des religions, sachant que ceci s'applique effectivement à l'Union européenne. Il n'y a que 3 pays dans l'Union européenne, qui sont la Bulgarie, l'Estonie et Chypre, qui n'ont aucune législation spécifique par rapport à la religion, par rapport à l'élément religieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même faire attention. Nous, on a constaté effectivement ces dernières années, et comme le rappelait M. Dubertrand tout à l'heure, en plus dans le contexte de l'offensive diplomatique des pays de l'organisation de la conférence islamique, pour essayer de faire reconnaître au sein des instances de l'ONU, de faire adopter des résolutions permettant de punir la diffamation des religions. Bon, en fait, très souvent, de l'islam. Là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que très souvent on se rend compte de quoi? Par rapport à toutes les affaires, par exemple, que Reporters sans frontières a eu à traiter, l'invocation de la religion était quand même très souvent une très grave instrumentalisation qui servait à punir et surtout à sanctionner, et à réprimer ou à censurer des informations jugées gênantes. Vous vous rendez compte, par exemple, que dans les différentes affaires que nous avons eu à traiter, où la religion était invoquée, sinon convoquée, qu'en fait, elle ne jouait qu'un rôle finalement assez marginal par rapport au fond de l'affaire. Bon. Prenons par exemple un exemple un peu brûlant, le sultanat d'Oman. Bon, le sultanat d'Oman, donc pays du Golfe Persique, pays avec une tradition islamique forte, où le blasphème est puni, l'apostasie aussi, etc., mais qui est réputé être plus, entre guillemets, plus tolérant en matière, notamment en matière de mœurs, etc. Bon. Récemment, un hebdomadaire anglophone omanais publie, et c'était à stricte valeur informative, le témoignage d'homosexuels omanais et étrangers, donc décrivant leurs conditions dans ce pays. Et disant que leur sort était quand même globalement plus enviable que dans les pays voisins du Golfe Persique. Là-dessus, tempête du ministère de l'Intérieur, convocation du rédacteur en chef, du directeur de la publication et du journaliste qui avait fait l'interview, et où on dit que il s'agit d'une atteinte aux valeurs morales, etc., mais d'une insulte à Mahomet. Insulte à Mahomet. On ne voit pas très bien en quoi le dogme musulman en tant que tel
étaient menacés par la simple interview d'homosexuels racontant leurs conditions et qui avaient eu simplement le malheur de dire que leur sort était plus enviable, donc ce qui attenterait à la réputation du pays. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'argument un peu nationaliste, il y a un argument religieux, mais alors là surgit un peu dans ne sait où, plus évidemment l'argument moral. Bon, tout cela confondu. Or, on se rend compte de quoi? C'est que justement, dans l'offensive des organisations, des pays de l'Organisation de la coopération islamique, pour avoir, leur but était d'avoir une résolution contraignante en matière de diffamation, en matière de condamnation de la diffamation des religions. Vous voyez très bien que la confusion des registres joue à plein entre l'atteinte à un corpus de croyances, qui en fait se vérifie assez rarement, l'atteinte à des valeurs morales ou traditionnelles qui sont considérées comme adossées à la religion, et puis, et puis tout simplement, voilà, et puis la liberté d'expression et le fait de parler, par exemple, de la corruption de certains régimes. Alors immédiatement, la religion pourrait être invoquée aussi, par exemple en Iran. Bon, combien de blogueurs ont dénoncé la fraude électorale ou le comportement ou les confiscations du pouvoir par le régime des mollahs, notamment durant les élections très controversées de 2009. Et tout d'un coup, ils ont été accusés de... notamment, j'espère ne pas trop écorcher le mot en persan, mais de mehrabet, qui est c'est-à-dire l'offense directement au prophète, au principe fondateur de la religion, alors que ce n'était absolument pas le problème posé. Donc, voilà, c'est-à-dire que nous, notre analyse à Reporters sans frontières, c'est qu'il ne s'agit pas de nier et de mépriser le sentiment des croyants. Mais premièrement, le sentiment des croyants, ça peut être aussi le sentiment des non-croyants, je le rappelle. Que le sentiment des croyants, attention quand on le défend, parce que dans bien des pays, on défend le sentiment d'une majorité de croyants, d'un certain nombre de croyants, mais il y a des minorités qui peuvent également souffrir dans l'affaire. Et je pense notamment, par exemple, à un blogueur maldivien, là, dernièrement, qui a été une première fois condamné, ensuite qui a subi un attentat. Il était de tradition soufie. Bon, et il a été accusé d'apostasie par des autorités qui se réclament d'un islam sunnite dominant. Donc, vous voyez bien que la question est quand même complexe et que très souvent la religion est instrumentalisée, et pas seulement justement pour défendre une religion officielle, donc avec un usage politique aussi de la religion, et contre la liberté d'information dans bien des cas. Chaque personne appartenant à une religion, soit une minorité religieuse, soit une majorité religieuse, doit accepter la critique. Point. Mais c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation très forte de la diffamation de la religion dans les pays musulmans. Ça, c'est vrai aussi. Mais aujourd'hui, en France, je vois qu'il y a quand même un discours, je vois un montée d'un discours que j'appelle l'absolutisme libertaire. Donc, je veux dire liberté de l'expression à tout prix, à toute condition. Et on ne peut pas se limiter avec je sais pas, aucune condition, alors que ce n'est pas vrai, selon le droit. Vous disiez libertaire, c'est ça? Comment? Vous disiez libertaire? Vous avez bien dit ça? L'absolutisme libertaire, je dis. Pour la liberté d'expression, il n'y a aucune barrière, donc là, on ne se limite pas. Alors que dans le droit européen, quand on regarde aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, donc c'est la jurisprudence principale quand même pour tous les pays de membres du Conseil de l'Europe, y compris la France et la Turquie et la Russie aussi. Donc il y a deux décisions très importantes. L'un c'est Otto Preminger Institute contre l'Autriche, l'autre Wingrove contre le Royaume-Uni. Ça montre tout à fait qu'il y a la liberté d'expression qui est protégée par l'article 9 et liberté de la religion, liberté de la conscience plutôt, et c'est l'article 10. Donc il y a quand même parfois des limites. Donc le Conseil de l'Europe met deux conditions. Si la première condition, c'est la gratuité de l'offense. S'il y a une offense religieuse et qui contribue pas au débat public, donc il y a quand même des limites. Ça, il faut le voir. Mais il faut se questionner aussi. Les questions mériteraient d'être posées aujourd'hui, à mon avis. Le champ de critique, est-ce que le droit de critique est-elle exclue de toutes les critiques en fait? Est-elle exclue elle-même de la chambre de la critique? Donc on peut critiquer aussi, on peut trouver des limites à la chambre de critique.
bien sûr qu'il y a le droit européen et les institutions internationales qui essaient de mettre une limite en partant du principe de la droit d'autrui et droit de la conscience. Mais il y a des problèmes, donc c'est pas facile. Il y a 3 pièges à mon avis par rapport à cette question. Donc il n'y a pas une réponse très simple. On peut pas définir les limites de la, vous voyez, donc de la liberté d'expression et entre la liberté de la conscience. Il y a la relativité déjà. Par exemple, on est en France, nous sommes en France. Pour ceux qui connaissent, je sais pas, le Charlie Hebdo, ces caricatures qui a fait les polémiques, c'est rien de choquant. Quand on lit Charlie Hebdo régulièrement, c'est tout à fait normal. Ils font la même chose, je sais pas, pour le pape, etc. Mais par exemple, aux États-Unis, ou en Bretagne, ou en Autriche, en Pologne, ou dans les pays musulmans, la question de la sensibilité religieuse, ou je sais pas, la question de l'offense religieuse, la conception elle-même de l'offense religieuse, c'est différent. Donc il y a des différentes sensibilités religieuses, des différentes cultures. Donc, j'avais une question pour Monsieur Dubertrand. Vous avez dit, monsieur, que la France adopte une politique de résistance à l'initiative de l'Organisation de la coopération islamique et qu'elle observe une neutralité concernant les religions. Est-ce bien le cas? Il me semble que nous observons, en fait, de la part de la France en général, une indulgence, une protection à l'égard de l'islam que nous n'observons pas à l'égard du christianisme. Vous savez fort bien qu'il y a une semaine, sur la mosquée de Poitiers, une bannière a été découverte avec la mention « Islam dehors ». Eh bien, une enquête est ouverte pour incitation à la haine religieuse. Mais quand les Femen ont fait leur manifestation à Notre-Dame, on a mis, n'est-ce pas, la tête de la présidente de cette organisation comme modèle pour les nouveaux timbres en France. Est-ce que la France peut vraiment affirmer qu'elle adopte la neutralité qu'elle devrait adopter selon les règles de la laïcité? Alors, si vous voulez, moi, ce que je constate, même récemment, c'est que dans les enceintes internationales, parfois, on accuse la France d'être défavorable à l'islam, de prendre des mesures contre les musulmans en France. Et puis d'autres, exactement dans le même temps, disent la France est complètement laxiste ou alors privilégie l'islam, etc. À mon avis, c'est 2 discours qui s'annulent, hein, parce que les autorités prennent bien garde, évidemment, parce que c'est le principe de base de la laïcité, de ne pas favoriser ou discriminer une religion. C'est-à-dire que le sens même de la loi de 1905, et chaque gouvernement essaye de s'y tenir, c'est aucune religion doit avoir un statut particulier ou un soutien de l'État, et évidemment, aucune religion ne doit être pourchassée ou discriminée. Ça, je crois que c'est évident. Après, ce que vous dites concernant les procédures judiciaires, ça renvoie un peu à ce qu'a dit monsieur Hervieux, c'est-à-dire qu'on a un dispositif légal, hein, qui est très précis depuis les années 1970, qui concerne les atteintes et aux biens, aux personnes et aux biens, pour des raisons religieuses. On tient d'ailleurs, y compris des statistiques, hein, pour l'OSCE, avec les attaques ou les actes antichrétiens. En France, c'est surtout, il faut le reconnaître, et les églises le savent, il y a peu d'agressions des gens parce qu'ils sont chrétiens, mais il y a des atteintes aux biens, et contre les cimetières et les églises. Tout ça est suivi de très près par le gouvernement. Et puis évidemment, vous avez pour d'autres religions, il y a des actes anti-musulmans contre les personnes, il y a des actes antisémites contre les personnes. Donc il y a une très grande attention à cela, dans le respect de nos lois.